Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui je pensais vous faire une petite vidéo pour donner quelques astuces quant à la construction d'une bonne liste d'armées pour Warhammer 40 000. Alors déjà, votre liste d'armées c'est évidemment crucial, hein, la partie se gagne et se perd autant à la construction de la liste que sur la table, et si vous jouez pas forcément pour gagner mais que vous jouez pour vous amuser, et ben votre liste va aussi déterminer si vous vous amusez en fonction de l'adversaire que vous avez en face ou pas. Mais les unités que vous emmenez, les combos que vous préparez avec une unité, plus un personnage, plus des stratagèmes du détachement, etc., tous les rôles que vos unités vont remplir sur la table, tout ça c'est déterminé à l'étape de construction de liste. Donc on peut y passer des heures en fonction de l'armée, du choix d'unités, de la variété de détachement et aussi évidemment de sa propre collection de figurines puisque vous pouvez pas mettre sur la table des figurines que vous n'avez pas. Ce dont on va parler ici, c'est d'abord déterminer ce en quoi votre armée est bonne, ce qu'elle sait bien faire. Ensuite, choisir les unités qui remplissent ces rôles-là au mieux, en fonction de si on connaît quel adversaire on affronte ou si on ne le connaît pas, et puis plusieurs conseils généraux, comment choisir les bonnes unités pour les objectifs primaires, pour les secondaires, pour l'attrition, quels mots-clés il faut regarder, quelles aptitudes il faut chercher, etc. Évidemment, il n'y a pas de formule magique qui vous permet de faire la meilleure liste automatiquement. Tout dépend de ce que vous aimez jouer, tout dépend des figurines dont vous disposez, tout dépend de si votre but est d'écraser l'adversaire à tout prix, de faire une liste de tournois, de faire une liste narrative ou fun. Évidemment, il y a des millions de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais en tout cas, ça devrait vous donner un petit guide pour commencer à construire des listes d'armées un petit peu équilibrées qui vous permettent de performer correctement, en tout cas si vous jouez votre liste correctement sur la table. Alors d'abord les rôles qui sont importants dans le jeu, je rappelle que Warhammer 40 000, même si moi j'aimais bien quand c'était juste un jeu où il fallait tuer l'adversaire et les points de victoire étaient calculés sur le nombre de points d'armée que vous aviez tués, aujourd'hui c'est plus le cas, aujourd'hui c'est un jeu qui se gagne au point de victoire et ces points de victoire vous les gagnez en allant sur des objectifs et en les tenant au moins pendant un tour, c'est-à-dire que vous devez vous mettre sur l'objectif et vous devez rester dessus jusqu'à votre prochaine phase de commandement pour marquer des points. Vous devez aussi être capable de marquer des objectifs secondaires. Je rappelle que le scoring sur une partie de Warhammer 40 000, c'est maximum 50 points de primaire et maximum 40 points de secondaire. Donc les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Les 10 points qui manquent pour arriver à 100, c'est si votre armée est peinte. Il vous faut donc des unités qui sont capables de remplir ces rôles à minima, c'est-à-dire marquer des points de primaire en étant sur les objectifs et marquer des points de secondaire en étant capable de faire les petites cartes. Mais il y a aussi d'autres rôles qu'il faut aller chercher. Vous pouvez avoir potentiellement des unités d'infiltration qui peuvent se mêler avec des unités de scoring, mais c'est toujours intéressant de prendre des infiltrateurs si vous en avez, puisque ça peut permettre d'empêcher l'adversaire de commencer avec un gros avantage sur la table. Vous n'avez pas le droit de vous déployer à moins de 9 pouces d'unité ennemie, donc si vous vous déployez en premier, que vous mettez des infiltrateurs en plein milieu de la table, l'adversaire va être tout de suite très contraint pour placer ses propres infiltrateurs. Vous avez des unités d'attrition, le but ça reste quand même un jeu de guerre, faut quand même tuer l'adversaire au maximum, quand il est sur les objectifs, si vous voulez éviter qu'il score à son propre tour, il faut lui sortir son unité. Donc il vous faut des unités qui sont capables de faire du dégât sur des tanks, sur de l'élite, sur des hordes d'infanterie, etc. Et puis, il y a aussi des unités de menace. C'est des unités qui empêchent l'adversaire de foncer sur toute la table. C'est des unités que vous gardez en réserve, qui menacent la zone de déploiement adverse. Il faut obliger l'adversaire à garder certaines ressources en arrière chez lui, parce que s'il bouge et qu'il décide de foncer hors de sa zone de déploiement, eh bien vous allez pouvoir arriver directement chez lui et potentiellement lui voler son objectif ou éliminer certaines de ses unités mal protégées. Donc, plus vous avez des unités en réserve, et plus votre adversaire doit jouer avec précaution, parce qu'il ne sait pas exactement comment vous allez les faire rentrer et ce qu'elles vont aller menacer. Donc l'important c'est de déterminer ce que votre armée sait bien faire ou mal faire. Vous avez des armées à Warhammer qui ne sont pas toutes équilibrées en termes de ce qu'elles sont capables de faire sur la table. Vous avez des armées qui peuvent être très bonnes en scoring de primaire, donc tenir les objectifs qui sont sur le champ de bataille, mais qui peuvent être mauvaises en secondaire. Typiquement des armées qui sont très lentes ou qui ont très peu d'unités sont en général pas bonnes pour les secondaires, mais en général un peu meilleures pour les primaires. Si vous jouez la Death Guard, vous n'avez pas d'unité très mobile, par contre quand vous êtes sur un objectif, vous le tenez bien, et en plus vous débuffez l'adversaire qui s'approche. Si vous jouez Custodes, vos unités sont très costauds et tapent très fort, donc elles sont très bonnes pour aller reprendre les objectifs ou les tenir. Par contre, vous avez 6 ou 7 unités sur la table maximum, donc vous n'êtes pas très bon pour faire des secondaires. Vos unités coûtent cher pour ça. Si vous jouez les chevaliers impériaux ou les chevaliers du chaos, c'est pareil, vous êtes très bon en primaire parce que vous avez un OC très élevé par figurine. Par contre, vous n'avez pas beaucoup de figurines sur la table, donc en sacrifier une pour faire un secondaire, c'est jamais une idée exceptionnelle.
Vous pouvez avoir des armées qui sont faibles en primaire parce qu'elles sont fragiles, donc elles sont faciles à tuer sur les objectifs, mais par contre elles sont très bonnes en secondaire, car par exemple ça peut être une armée qui est très mobile ou qui a beaucoup d'unités sur la table. Vous avez par exemple les Drukhari, qui tiennent assez mal les objectifs primaires parce qu'ils dégagent très vite de la table, par contre ils peuvent aller partout où ils veulent, donc scorer les secondaires c'est pas un problème. Même chose pour les Eldari avec une très grande mobilité. Les démons du chaos, qui se téléportent un peu partout en frappant profondeur, les chevaliers gris, ce genre de choses, c'est très bon pour les secondaires. Votre armée peut être bonne dans les primaires et les secondaires. En général, c'est quand votre armée a une très large gamme de figurines. Ça veut dire que vous avez des figurines qui remplissent n'importe quel rôle. Donc si vous jouez Tyrannide, vous pouvez être très bon en primaire avec des Norns et très bon en secondaire avec des Biovores, des Lictors, des Gargouilles. Si vous jouez Space Marine, vous avez littéralement tous les rôles possibles et imaginables et probablement en triplette, donc vous pouvez faire n'importe quoi. Astra Militarum, vous avez beaucoup d'unités, vous êtes très bon en primaire avec des gros véhicules, vous pouvez être bon en secondaire avec plein de trucs qui frappent en profondeur. Marines du Chaos, pareil, agents impériaux, vous pouvez faire plein de secondaires et plein de primaires. Votre armée peut aussi être nulle dans les deux, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête là d'armée qui soit nulle pour les objectifs primaires et nulle pour les secondaires, mais je suis sûr que certains joueurs de certaines armées me diront que leur armée est actuellement très mauvaise pour ces deux cas. En tout cas, en fonction de ses forces et de ses faiblesses, vous savez votre plan de jeu. Si votre armée est très bonne en primaire et nulle en secondaire, votre but c'est bien évidemment de prendre tous les objectifs, de scorer le max de points de primaire et d'empêcher l'adversaire de le faire, parce que lui il va se rattraper sur les secondaires. Si votre armée est très bonne en secondaire et nulle en primaire, votre objectif c'est d'aller mettre le plus de points de secondaire tout en limitant au maximum le déficit de primaire. Vous avez un plan de jeu qui est très simple en fonction de la faction que vous avez choisie. Maintenant, il y a deux cas de figure dans la construction de liste. Soit vous jouez contre un adversaire et vous savez quelle armée il va jouer, soit vous jouez contre des gens que vous connaissez pas. Et donc vous ne savez pas ce qu'ils vont jouer. Si vous connaissez votre adversaire, vous savez quelle faction il va jouer, vous savez quelle armée il va jouer, c'est pas très compliqué dans ce cas-là d'adapter votre liste. Si vous savez par exemple que vous allez affronter des Custodes, vous savez que quasiment toutes les figurines de l'armée ennemie sont endurance 6 avec 3 PV, sauvegarde à 2, invulnérable à 4. Donc il vous faut des dégâts 3 partout, avec de l'AP à -2 qui passe l'ennemi sur son invulnérable en espérant qu'il rate des 4+, et voilà ce qu'il faut que vous emmeniez. Si vous jouez contre des Cult Genestealers, des agents impériaux ou de l'Admech, vous savez que vous allez avoir plein de petits corps endurance 3, et donc il va falloir avoir assez de volume de tir ou de corps à corps pour éliminer ces unités. Si vous jouez contre des Drukhari ou des Eldari qui sont mobiles et peuvent se replier, vous devez avoir plusieurs unités qui menacent plusieurs angles de vue sur la table. Comme ça, où que soit le mouvement réactif, où est-ce que l'unité adverse aille, vous pouvez quand même continuer à la shooter ou à l'attaquer. Globalement, si vous connaissez l'archétype de la faction que vous affrontez, c'est vachement plus facile de savoir quoi emmener dans votre liste pour être plus efficace. Après, à voir si c'est pas forcément de l'anti-jeu. Si vous jouez avec votre pote, qu'il joue la même armée tous les mois contre vous, qu'il a qu'une seule liste et qu'il achète pas de nouvelles unités, construire une liste qui est spécialement adaptée pour sortir ce que lui il a, c'est pas très très sympa et c'est pas très très marrant. Mais si vous jouez contre quelqu'un et que vous connaissez par cœur son armée, évidemment, si votre but c'est de gagner, c'est très simple d'adapter votre liste. Évidemment, ça ne marche pas contre toutes les armées. Si vous savez que votre adversaire joue Space Marine, mais que vous savez pas quelle est sa collection de figurines, il peut vous sortir n'importe quoi. C'est aussi vrai en Marines du Chaos, en Astra Militarum, en Tyrannide, toute gamme de figurines qui a genre entre 40 et 60, voire 100 datasheets sans fiche d'unité. C'est très compliqué de savoir exactement ce que l'ennemi peut amener si c'est pas votre pote et que vous connaissez pas exactement son armée. Le cas de figure qui est quand même nettement plus intéressant, c'est le cas où vous ne connaissez pas votre adversaire, vous ne savez pas quelle faction il va jouer, ou alors vous savez quelle faction il joue mais vous connaissez pas du tout sa collection de figurines ou ses préférences, ou alors vous vous préparez pour un tournoi et vous allez affronter de toute façon plusieurs archétypes différents et vous savez pas du tout lesquels. Dans ce cas, malheureusement, vous allez être obligé de faire une liste équilibrée que vous ne pouvez pas complètement optimiser. Donc ça veut dire que vous avez besoin de prendre des unités capables de gérer tous les types d'unités ennemies. Vous devez prendre des unités qui sont capables de marquer des primaires, des secondaires, etc. Et donc on va voir maintenant quelles unités sont bonnes pour remplir quel rôle. Évidemment, là encore, ce sont des règles générales et ça va dépendre de vos préférences, de votre objectif. Il n'y a pas de formule mathématique qui définit quelle est la meilleure liste dans le jeu. Alors on commence évidemment par les unités qui sont bonnes pour les objectifs primaires. Ce sont des unités qui sont capables d'aller sur un objectif quelque part sur la table, de le contester si l'adversaire est déjà là, voire de le prendre complètement, et de résister aux coups et aux tirs de l'adversaire le temps d'atteindre votre prochaine phase de commandement. Je rappelle que vous marquez vos objectifs au début de votre phase de commandement, donc si vous arrivez sur cet objectif à votre phase de mouvement, il faut que votre unité survive tout votre tour, tout le tour de l'adversaire,
et qu'à votre phase de commandement, elle soit encore capable de tenir cet objectif. Donc il suffit pas d'avoir une unité rapide avec 3 figurines qui se met sur un objet, ça marche pas. L'adversaire va venir vous chercher et va vous tuer. Vous devez pouvoir tenir plus longtemps que juste un tour. En général, les unités de ligne sont indiquées pour faire ça. En général, c'est quand on parle d'unités de primaire, on parle des unités battle line, des unités ligne, qui sont quasiment tout le temps contrôle d'objectif 2 par figurine. Donc si vous avez 2 figurines, vous mettez 20 points de contrôle d'objectif, et l'adversaire va vraiment devoir faire du boulot pour réussir à vous le reprendre. Les meilleures unités pour tenir les objectifs secondaires, c'est les unités qui ont la règle sticky objectif. Alors elle est toujours formulée différemment, mais en général c'est à partir du moment où cette unité contrôle un objectif principal, contrôle un objectif au début de votre phase de commandement, alors cet objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que l'adversaire vous le reprenne ou jusqu'à ce que votre adversaire ait un score de contrôle d'objectif supérieur au vôtre, etc. à la fin d'une phase ou à la fin d'un tour. Donc en général, c'est ce qu'on appelle le sticky objectif ou l'objectif bouton. C'est une fois que vous avez contrôlé cet objectif à la phase de commandement, vous gardez le contrôle de cet objectif jusqu'à la fin de la bataille. Quoi qu'il se passe, la seule manière que vous perdiez le contrôle de cet objectif, c'est si l'adversaire vient mettre plus d'OC que vous sur l'objectif, en général à la fin d'un tour. Donc même si l'unité qui a fait le sticky objectif meurt ou est ébranlée alors qu'elle est encore sur l'objectif, vous continuez à le contrôler. Ça, c'est une des meilleures règles pour tout ce qui est unité de contrôle d'objectif, puisque concrètement, vous pouvez vous mettre sur l'objectif et ensuite continuer à exploiter votre unité comme vous le voulez, tant que vous empêchez l'adversaire de venir sur cet objectif lui-même. Vous avez aussi souvent des détachements qui peuvent vous donner cette règle, en général avec un stratagème. Donc dans ce cas, vous allez garder vos points de commandement pour utiliser ce stratagème dès que c'est possible. Parfois, ça se déclenche quand une unité est détruite, parfois c'est à votre phase de commandement, parfois en phase de mouvement, ça dépend des armées et des stratagèmes. Mais ça, en tout cas, si vous avez des unités qui ont cette règle de sticky objectif, de garder le contrôle d'un objectif, même si vous êtes plus dessus, en général, celles-ci, elles sont toutes désignées pour aller, évidemment, prendre des objectifs. Si vous n'avez pas cette règle dans votre armée, parce que toutes les armées n'y ont pas accès, il y a des armées qui n'ont pas droit à ça, alors vos unités vont devoir rester sur les objectifs pour pouvoir les contrôler. Dans ce cas-là, vous avez 2 choix principaux que vous pouvez faire. Soit vous décidez que l'unité qui va se poser sur l'objectif, elle va y rester globalement le plus longtemps possible et espérer résister aux attaques de l'ennemi. Dans ce cas-là, il vous faut quelque chose de costaud, quelque chose qui résiste aux tirs au corps à corps ennemi, qui peut encaisser la charge, et quelque chose qui a un gros contrôle d'objectif, qui du coup oblige l'adversaire à engager plusieurs unités de son côté pour scorer. En Space Marine par exemple, vous avez les squads d'intercesseurs lourds. C'est de l'endurance 6, de la sauvegarde à 3+, qui passe à 2+, contre les attaques dégâts 1 quand ils sont sur un objectif, COC2, donc vous en mettez 10 sur un objectif, l'adversaire va vraiment galérer pour vous les sortir, et pour le reprendre, il va être obligé d'engager beaucoup d'unités pour vous le voler. Ça peut être un bon choix. Vous pouvez aussi faire le choix d'avoir une unité qui prend l'objectif le temps qu'autre chose arrive. Donc là, votre objectif, c'est pas forcément de foncer et de mettre une unité dessus qui reste là pendant 5 tours, c'est au contraire de foncer avec une unité légère, mais qui va vite, qui du coup prend l'objectif au moins pour votre première phase de commandement, et ensuite votre armée un peu plus lente prendra peut-être un tour ou 2 pour venir s'asseoir correctement sur cet objectif et le tenir sur la fin de la partie. Donc dans ce cas-là, pour vos unités à objectif, il vous faut des unités mobiles. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir un contrôle d'objectif très élevé, mais elles doivent être capables de rapidement tenir cet objectif avant que l'adversaire ne puisse le contester. Elle a juste besoin de le tenir le temps que vous ameniez la suite. Typiquement, vos intercesseurs lourds, ça avance pas vite. Vous pourriez foncer sur un objectif avec une unité d'outrider, de moto, ou une unité d'intercesseur d'assaut avec réacteurs dorsaux, par exemple. Ils vont très vite, ils traversent les ruines, ils bougent à 12. Vous les mettez sur l'objectif juste pour un tour, l'adversaire n'est pas encore en mesure de les sortir, et au tour suivant, enfin, vos intercesseurs lourds arrivent, et vous libérez vos petits intercesseurs pour faire autre chose. Ça peut aussi être un rhino, ça peut être une unité de cavalerie. Le but, c'est juste de mettre quelque chose sur l'objectif pour dire à l'adversaire, eh bien à partir de maintenant, il est à moi, j'ai des trucs qui vont arriver, donc à toi de jouer pour essayer de m'en dégager. Maintenant, dans les objectifs principaux, vous avez toujours un objectif dans votre zone de déploiement. Quand vous construisez votre liste, il faut prévoir une unité qui va tenir cet objectif dans votre zone de déploiement. Souvent, c'est assez crucial. Il y a des missions dans lesquelles votre objectif chez vous rapporte rien, mais il y a toujours une carte de secondaire qui laisse l'adversaire récupérer l'objectif chez vous. S'il tombe dessus et qu'il vous le reprend, en général, il score beaucoup de points de secondaire. Donc attention à toujours bien protéger cet objectif chez vous. Le truc, c'est que souvent cette unité, elle va être aux fraises. Elle ne verra rien la majeure partie de la game, de la partie, et elle devra juste se défendre contre une éventuelle percée adverse qui arriverait jusqu'à vous.
Son boulot, c'est plutôt d'empêcher l'adversaire de frapper en profondeur trop près de cet objectif et de continuer à marquer les points de primaire sur votre objectif à vous. Donc il vous faut une unité qui coûte pas trop cher en points. Vous n'allez pas mettre un truc qui vaut 350 points sur votre objectif de chez vous et qui tapera probablement rien de la partie. Idéalement, cette unité doit aussi être capable de rejoindre la bataille une fois le 3e tour adverse passé. Si vous suivez les règles du compagnon de tournoi, qui donne aussi toutes les règles des cartes de mission secondaire, etc., vous savez que vous n'avez pas le droit de faire arriver vos unités en renfort après le 3e tour de la partie. Les unités qui sont restées en réserve après le 3e tour sont détruites, sauf les unités que vous pouvez remettre en réserve après le tour 3 avec une règle spéciale, type les Mandragores Drukhari par exemple. Mais sinon, ce que vous aviez mis en réserve en début de partie doit arriver sur la table au tour 3 au plus tard. Et donc votre but, c'est qu'une fois que l'adversaire n'a plus rien en réserve passé le tour 3, que l'unité qui défend votre objectif, elle soit capable de se barrer pour faire autre chose. Donc peut-être aller faire des missions secondaires, elle doit pas être trop lente, elle doit être capable de partir de là, idéalement si elle peut avoir la règle sticky objectif pour vous assurer de garder le contrôle de cet objectif aussi après, ça peut être très intéressant. Après, si vous achetez une unité de Gretchen à 40 points, évidemment, vous vous en fichez qu'elle rejoigne la bataille plus tard. Si c'est les Gorgones Drukhari qui sont visibles ici, c'est pareil, ça coûte de mémoire 60 points les 5, donc vous les laissez sur l'objectif toute la partie et c'est pas gênant. Si c'est le Biovore Tyrannide, vous pouvez le laisser toute la partie sur l'objectif, c'est pas gênant. Mais si vous avez plutôt des unités à 80, 100 points, 120 points, ça peut être intéressant de leur faire autre chose une fois passé le 3e tour si l'adversaire n'a plus rien qui peut revenir des réserves. Maintenant, vous allez aussi avoir besoin d'une unité qui va sur votre objectif d'expansion. Alors, ce que j'appelle l'objectif d'expansion, c'est en général soit l'objectif qui est le plus proche de votre zone de déploiement, celui qui est le plus près de chez vous, soit c'est celui qui est le mieux protégé par rapport à vous. Donc un objectif par exemple qui est à moitié dans une ruine, qui vous permet de le contrôler tout en étant derrière un mur par exemple, ou un objectif qui est contrôlé avec une grosse ruine juste devant, ce qui fait que l'adversaire va être obligé de traverser cette ruine ou de la contourner pour venir vous chercher. L'objectif d'expansion, c'est l'objectif entre guillemets le plus facile pour vous à tenir dans le No Man's Land. L'adversaire va évidemment tenter d'aller le chercher. C'est l'objectif, entre guillemets, gratos qui vous donne vos points de victoire et qui est compliqué à aller prendre. Donc l'adversaire va essayer de vous en priver pour vous empêcher de marquer des points. Donc il vous faut une unité qui est capable d'aller sur cet objectif très vite, dès le tour 1. Potentiellement des infiltrateurs que vous pourriez placer directement sur cet objectif. Une unité qui a scout, donc qui peut faire un mouvement en début de partie, une fois que vous savez qui commence pour aller se positionner sur cet objectif. Ça peut être une unité qui a un mouvement de 10 ou 12 et qui traverse les murs et qui du coup peut y aller très facilement. Mais ça peut aussi être une unité qui est menaçante pour l'adversaire. Ça peut être une unité que vous approchez à couvert de la ruine, vous la mettez dans la ruine ou derrière celle-ci, et elle est capable d'aller charger à travers si l'adversaire se trouve déjà sur l'objectif ou si l'adversaire s'approche de votre objectif. L'idée, c'est dans tous les cas d'obliger l'adversaire à engager plusieurs ressources, plusieurs unités pour venir vous voler cet objectif, ou d'avoir une unité qui est suffisamment menaçante pour qu'il n'ose pas s'en approcher avec une seule de ces unités. En général, pour l'objectif d'expansion, vous voulez soit une bonne unité de mêlée qui traverse les murs, parce que si l'adversaire s'approche de vous, vous chargez à travers la ruine et vous le dégommez, ou alors une unité qui fait du tir en état d'alerte, ce qui fait que si l'ennemi s'approche et passe le mur, vous le voyez, vous le cramez avec des lance-flammes par exemple, donc il est obligé d'amener quelque chose de costaud qui résisterait à ça, ou alors une unité type bête ou montée qui va très vite et qui va se placer là-dessus en attendant qu'une unité plus menaçante arrive. Ça, c'est l'objectif le plus facile entre guillemets à défendre, et donc vous pouvez en général empêcher 2 ou 3 unités adverses de venir le prendre avec une seule unité à vous qui est un peu menaçante parce que vous êtes dans une bonne position sur la table, ce qui fait que si l'adversaire s'approche, vous avez une contre-attaque facile et qui va lui faire mal. Les autres objectifs du No Man's Land, je vais les appeler les objectifs disputés. C'est en général les 2 autres. En général, on a 3 objectifs dans le No Man's Land et ensuite chaque joueur a son objectif dans sa zone de déploiement. Ça dépend évidemment des missions, mais en général, c'est ça. Et donc, globalement, pour être sûr de gagner en termes de primaire, il faut tenir l'objectif chez vous, il faut tenir votre objectif d'expansion et idéalement tenir un autre objectif du No Man's Land. Si vous pouvez contrôler 3 objectifs sur la table et votre adversaire seulement 2, à chaque tour, vous marquez plus de points que lui. Si vous contrôlez que 2 objectifs, mais que l'adversaire n'arrive pas à contrôler plus que celui chez lui, vous le battez toujours. Si vous contrôlez 2 objectifs et que votre adversaire en contrôle 2, mais que vous savez que votre armée elle est excellente pour faire des missions secondaires, vous allez le battre aussi au point sur les missions secondaires.
Donc il faut adapter votre stratégie à l'armée que vous jouez, est-ce qu'elle est bonne en primaire ou en secondaire ou les deux, mais aussi à l'armée de l'adversaire, est-ce qu'il est meilleur que moi en secondaire? Si oui, il faut vraiment que je l'empêche de marquer les primaires, parce que sinon il va m'écraser. En règle générale, c'est pas une bonne idée d'essayer de contrôler les 3 objectifs dans le No Man's Land. Il n'y a pas beaucoup d'armées qui sont capables de se séparer comme ça et de le faire. Peut-être les chevaliers impériaux et les chevaliers du chaos qui ont vraiment des gros corps costauds en fonction de qui vous affrontez, mais sinon la plupart des armées s'en sortiront mieux en essayant vraiment de se concentrer sur 2 objectifs du No Man's Land et donc vous assurez de contrôler 3 objectifs sur la table quand votre adversaire ne peut en avoir que 2. Plus vous éparpillez vos forces sur 3 objectifs, plus c'est facile pour l'adversaire de concentrer ses attaques et de vous dégommer sur tous ces objectifs-là, et donc vous ne marquerez finalement jamais rien. Il y a certaines armées qui sont capables d'aller menacer les 3 objectifs, soit qui sont très mobiles, soit qui sont très endurantes, mais la plupart des armées, vous voudrez plutôt vous concentrer sur l'objectif de chez vous et 2 objectifs du No Man's Land, pas plus. Donc pour ces objectifs disputés, votre but c'est d'avoir des unités qui sont capables de tuer ce que l'adversaire a placé dessus. C'est sur ces objectifs-là que la bataille va vraiment avoir lieu, sur les objectifs disputés. Et donc vous devez être capable de tuer ce que l'adversaire a pour l'empêcher de scorer, ou à minima de noyer ces unités sous une tonne de contrôle d'objectifs pour qu'ils ne puissent pas scorer, voire que vous scoriez à sa place. Donc vous avez un peu les 2 stratégies, soit vous découpez les unités ennemies à mesure qu'elles tentent de reprendre l'objectif, par exemple vous utilisez des gardes custodiens, vous utilisez des berserk de cornes, des blade guards, des choses comme ça, des choses qui découpent, qui frappent vraiment fort, ou des unités de tir qui vont s'approcher et tout déchirer, mais votre unité, attention, doit être capable de tuer l'adversaire et de résister à sa contre-attaque. Si vous engagez l'ennemi, que vous le tuez, mais qu'ensuite quand l'adversaire vous met une gifle, votre unité part en morceaux et donc vous contrôlez pas l'objectif non plus, vous avez juste empêché l'adversaire de scorer, vous n'avez pas scoré vous-même, et donc peut-être que ça remplit pas votre but. Si vous tuez une unité à 80 points ennemis qui est sur l'objectif, mais que vous avez utilisé une de vos unités qui en vaut 200 pour le faire, et qu'en plus votre unité qui vaut 200 se fait tuer au tour d'après, vous avez perdu. Vous ne contrôlez pas l'objectif, et en plus vous avez perdu plus de points d'armée que l'ennemi. Donc attention à toujours seulement engager des unités, avec des unités qui sont capables de les sortir, mais qui vous coûtent pas trop cher si jamais l'ennemi les tue. L'autre solution, c'est d'engluer l'adversaire sous des tonnes de petits corps contrôle d'objectif 2. Par exemple, si vous jouez orc, vous avez une unité de 20 boys orc, et puis vous leur collez un petit médico dans l'unité qui va leur donner un insensible à la douleur, et vous noyez l'adversaire avec ces 20 corps d'orc. Vous allez peut-être pas le tuer, bien que 20 boys, quand ça tape, ça fait mal, mais en tout cas, lui, il va galérer pour vous les sortir. Faut quand même tuer 20 PV avec un insensible à la douleur, ou même s'il n'y a pas d'insensible à la douleur, 20 PV endurant 5, ça coûte cher à sortir, il faut mettre beaucoup de ressources. Donc l'idée, c'est d'aller mettre le plus de contrôle d'objectif sur l'objectif ennemi. Vous savez que vous ne tuerez pas, vous savez que l'adversaire ne vous tuera pas non plus, mais vous gagnez quand même au volume, tout simplement. Juste, vous avez plus de OC2, même si vous reste 10 figurines, vous avez toujours 20 d'OC. L'adversaire va avoir du mal à battre ça, sauf s'il amène plein d'unités de ligne sur l'objectif. Attention quand même, quand vous jouez cette tactique-là de noyade de l'ennemi avec beaucoup d'OC, il faut pas sacrifier n'importe quoi, n'importe comment. Si l'adversaire peut facilement se désengager et vous éliminer votre unité avec 3 autres unités qui vous tirent dessus, ça valait pas le coup. Vous avez juste gâché une unité gratuitement. Ça ne marche que si vous avez fait une espèce de distraction où l'adversaire a décidé de tuer votre unité à fort OC plutôt que de tuer autre chose dans votre armée. Donc au global, sur toute cette partie de primaire, il vous faut au moins une unité pas trop chère qui va défendre votre objectif chez vous. Il vous faut une unité mobile ou une unité menaçante qui va venir chercher votre objectif d'expansion rapidement dès le tour 1 pour commencer à le scorer au tour 2. Et ensuite, il vous faut des unités d'attrition qui font beaucoup de dégâts ou des unités à fort contrôle d'objectif qui vont aller empêcher l'adversaire de scorer les autres objectifs du No Man's Land. Si vous empêchez l'adversaire de scorer son objectif d'expansion et que l'objectif du milieu, personne n'arrive à le marquer parce que tout le monde se tue dessus, mais que vous avez vos 2 objectifs, vous gagnez la partie au primaire, puisque vous en avez 2, l'adversaire n'en a qu'un et vous lui contestez le sien qui était facile à gérer, et donc potentiellement vous le battez. Évidemment, ça s'adapte en fonction de la mission. Des fois, l'objectif dans votre zone de déploiement ne rapporte pas de points. Il faut quand même le tenir pour empêcher certaines missions secondaires de l'adversaire, mais des fois ça sert à rien d'essayer de s'y accrocher à tout prix parce qu'il vous donne pas de points. Parfois, vous pouvez aussi placer plus que 3 objectifs sur la table. Il y a une des missions où chaque joueur peut créer un objectif. Vous pouvez aussi avoir moins d'objectifs sur la table. Il y a des missions où les objectifs disparaissent ou peuvent être détruits par un joueur.
Des fois, vous aurez besoin d'avoir des personnages dans les unités de scoring, puisque vous jouez une mission, le rituel de mémoire, elle s'appelle, qui vous permet de marquer plus de points de victoire s'il y a un personnage sur l'objectif. Donc pensez bien à ces différentes missions quand vous construisez la liste, parce que vous ne savez pas forcément sur quoi vous allez tomber si vous tirez les missions au hasard. Une bonne partie de votre liste d'armées doit être constituée de ces unités de scoring. Vous devez pouvoir continuer à marquer des points, même si vous avez perdu des unités. Si vous avez amené une unité par objectif maximum et que votre adversaire vous les a tués, ça veut dire que vous pouvez plus scorer derrière, c'est très compliqué. Donc, une bonne partie de votre armée doit être capable de marquer ces points. Maintenant, il va aussi vous falloir des unités capables de marquer les missions secondaires. Je pars du principe que vous jouez avec le pack de cartes de missions secondaires, soit Léviathan, soit Paria Nexus. Je pars aussi du principe que vous les tirez au hasard, parce que franchement, choisir toujours le même secondaire sur toute la partie, il n'y a rien de plus barbant et d'anti-jeu et d'anti-fun. Donc, par pitié, faites vos secondaires en aléatoire, c'est tellement plus dynamique et rigolo. Mais en tout cas, il va vous falloir des unités pour aller scorer ces choses-là. En général, ces unités ne sont pas axées sur l'attrition, sur les dégâts. C'est des unités qui ont besoin de quelques caractéristiques. Elles doivent être mobiles. Elles doivent être capables d'aller là où elles sont utiles pour faire une action ou pour être capables de se positionner à un endroit particulier. Donc ça peut être une haute valeur de mouvement, des unités qui bougent vite, type jetpack qui traverse les ruines où ça bouge à 12. Ça peut être des unités qui peuvent retourner en réserve, donc vous pourrez les retéléporter un peu partout sur la table à chaque tour. Ça peut être des unités qui ont la règle éclaireur ou infiltrateur, donc éclaireur pour tout de suite prendre des positions avancées en début de partie, ou infiltrateur pour être déployé directement en amont. Ou des unités qui ont des mouvements réactifs, par exemple, quand l'ennemi s'approche, ou quand vous avez tiré, la capacité de rebouger après avoir tiré. Tout ça, c'est très utile pour aller faire ces missions secondaires. En général, les unités de secondaire doivent aussi être pas trop chères. C'est des unités que vous allez utiliser pour faire des actions dans beaucoup de cas, et quand vous faites une action, ça veut dire que vous ne pouvez pas tirer ni charger. Donc c'est une unité, si votre unité d'action, votre unité de secondaire vous coûte 300 points, c'est 300 points d'armée qui feront rien la majeure partie de la partie. Donc c'est pas très intéressant. Il vaut mieux prendre des unités qui coûtent 60, 80, peut-être 100 points maximum. Au-delà, ça commence à être cher pour une unité qui va pas faire grand-chose à part se positionner à droite à gauche et que l'adversaire va vouloir éliminer. Puisqu'en général, vous allez vouloir les positionner en amont de votre armée, elles vont être exposées, et donc l'adversaire peut juste concentrer quelques tirs dessus pour les tuer. Donc n'utilisez pas des unités trop chères pour ça. L'idéal aussi, mais c'est pas toujours possible, c'est que ces unités de secondaire soient un peu pénibles à sortir pour l'adversaire, un peu pénibles à tuer. Si votre adversaire doit y consacrer plus que quelques tirs anecdotiques ou quelques attaques au corps à corps, en général c'est un bon choix. Une unité qui a discrétion, donc -1 pour être touché, une unité qui a agent solitaire, donc sur qui on ne peut pas tirer à 12 pouces ou plus, ces unités-là sont parfaites pour ce genre de rôle. Tous les codex ou tous les index n'ont pas accès malheureusement à des unités qui ont ces règles-là. Moi, celle que j'utilise souvent, Drukhari, c'est évidemment les mandragores. Vous pouvez, à la fin du tour ennemi, les reprendre, les mettre en réserve et les redéployer à votre tour. Mais vous avez aussi le lieutenant avec armes combinées chez les Space Marines. Vous avez Lucius, qui est agent solitaire en Emperor Children et qui bouge de mémoire de 8 pouces. Il y a beaucoup d'archétypes comme ça qui sont assez faciles à identifier, qui sont surtout là pour marquer des missions secondaires. Quand vous choisissez les unités qui vont faire ces secondaires, réfléchissez à toutes les cartes que vous pouvez avoir. Prenez le paquet de cartes devant vous et regardez les cartes. Tout ce qui demande de contrôler des objectifs, donc par exemple contrôler un objectif chez vous et un dans le No Man's Land, ou contrôler 2 objectifs du No Man's Land, ou reprendre un objectif à l'adversaire, tout ça, vous le gérez déjà. Vous avez vos unités qui sont là pour prendre et pour tenir les objectifs. Donc vos unités de secondaire n'ont pas à s'en occuper. Tout ce qui demande de tuer des unités ennemies, des véhicules, des monstres, des personnages, tout ça, c'est géré par vos unités d'attrition. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'unités de secondaire pour ça. Ce qui vous reste à faire, c'est les actions. Donc une unité qui doit aller quelque part et ni tirer, ni charger, et potentiellement des fois survivre jusqu'à la fin du tour adverse. C'est une unité, attention, qui doit avoir un contrôle d'objectif d'au moins 1. Vous ne pouvez pas faire d'action si vous êtes OC 0. Donc les compagnies de la mort sans chaplain, les enfants du chaos dans tous les codex of Emperor Children, c'est OC 0, et donc ça ne peut pas faire d'action. Donc attention à bien choisir la bonne unité. Et puis il vous reste les secondaires de positionnement, par exemple une unité dans la zone de déploiement adverse, une unité à 3 pouces du centre de table, une unité dans chaque quart de table, une unité à 6 pouces ou 9 pouces d'un bord de table, ce genre de choses. Tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de faire une action, mais vous avez besoin d'une unité mobile qui est capable d'aller se placer exactement au bon endroit. C'est ces 2 types de secondaires-là que vous allez devoir faire avec vos unités de secondaire, les actions et les positionnements. Donc les bons exemples, c'est par exemple toute cavalerie mobile,
Toute unité qui bouge par exemple à 12 pouces et qui a des petits socles que vous pouvez téléporter ou faire arriver en frappant profondeur, tout ce qui est personnage ou unité agent solitaire, des unités qui peuvent revenir en réserve à la fin du tour adverse. Donc j'ai noté ici par exemple les Mandragore Drukhari, les Cerberus pour l'Admech qui bougent vite, le lieutenant avec arme combinée qui bouge pas forcément très vite mais qui est agent solitaire et a un mouvement réactif quand on s'approche. Vous avez Lucius chez les Emperor Children ou les enfants du chaos Emperor Children qui eux sont au C1. Vous avez des Inceptors Space Marine qui peuvent arriver en frappant profondeur et prennent pas trop de place sur la table par 3. Vous avez le Biovore avec sa Spore Mine qui peut faire toutes les secondaires de positionnement avec la Spore Mine, pas les actions par contre parce que la Spore n'a pas d'OC. Voilà, il y a tout ce type d'unités là qui sont intéressantes à prendre. Par exemple les Tyrannides, le bon combo c'est le Biovore parce que non seulement il tient bien l'objectif chez vous, mais en plus sa Spore Mine va vous permettre de faire n'importe quel secondaire de positionnement parce que son socle va quasiment rentrer tout le temps partout. C'est un tout petit socle de 25 qui passe à tous les écrans, c'est très facile à aller déployer. Le dernier rôle dont vous allez vraiment avoir besoin sur la table, c'est ce qu'on appelle les unités d'attrition ou des fois des unités de blocage, si leur objectif c'est d'empêcher l'ennemi d'avancer. C'est des unités dont le boulot n'est pas d'aller sur les objectifs, ni de faire des secondaires. Ça veut pas dire que vous pouvez jamais les utiliser pour faire ça, vous pouvez très bien les mettre sur un objectif si ça vous aide, ou aller faire une mission secondaire si c'est la seule chose que cette unité peut faire, mais à la base vous les prenez dans votre liste pour faire du dégât, pour éliminer l'adversaire. Souvent, les unités dont le but c'est d'aller sur les objectifs contestés, les objectifs qui sont pas faciles à prendre, souvent ces unités-là doivent être capables de faire du dégât, mais dans certains cas, vous voulez aussi des unités qui restent en arrière et menacent l'ennemi s'il veut contre-attaquer. Typiquement, quand vous êtes allé voler un objectif à l'adversaire, vous pouvez avoir placé pas très loin derrière cet objectif certaines unités à vous qui font du dégât, ce qui fait que si l'adversaire s'approche, soit vous l'avoinez au tir en état d'alerte, soit il va peut-être réussir à vous reprendre l'objectif, mais il sacrifiera une ressource parce que le reste de votre armée va le dégommer à votre tour, donc il vous aura peut-être empêché de marquer, mais vous lui aurez sorti une unité. C'est des unités qui vont être là pour menacer et garantir que si l'adversaire s'approche trop ou tente de vous reprendre vos objectifs, vous l'explosez. Donc souvent c'est des unités qui restent un peu en arrière et menacent. C'est très utile contre des armées qui sont mobiles mais fragiles, typiquement des Drukhari, très vulnérables au tir en état d'alerte, les Eldar un petit peu moins parce qu'ils ont leur manœuvre agile qui leur permet de s'en prémunir, mais c'est pas partout sur la table. Vous avez ce type d'unité, ça peut être des Infernus, ça peut être des Land Raider Redeemer, ça peut être les Brécheurs du Mechanicus, ça peut être des tanks type Predator qui élimineront les véhicules ou monstres ennemis, ça peut être des Ravageurs Drukhari, ça peut être le Caladius Custodes. Souvent c'est des chars qui sont là pour faire du dégât, mais ça peut aussi être des unités de tir en état d'alerte ou des unités anti-élite. Ça, c'est pour les unités d'attrition, mais vous pouvez aussi avoir des unités de blocage. Ça, c'est plutôt des unités qui vont aller empêcher l'adversaire d'avancer trop vite sur la table. C'est des unités qui, idéalement, vont foncer peut-être jusqu'au corps à corps, ou parfois s'arrêter juste devant l'ennemi pour le bloquer et l'empêcher d'avancer. Ça va être très utile contre des armées qui sont meilleures que vous en objectif primaire. L'objectif, c'est d'empêcher l'adversaire de s'approcher trop pour qu'il ne puisse pas aller sur les objectifs primaires, ou en tout cas qu'il soit gêné dans le fait de tenir ses objectifs primaires. Vous le bloquez chez lui avec des unités qui bougent très vite et qui occupent de la place sur la table. Ça peut être n'importe quoi qui est capable d'arriver depuis les réserves en tour 1, il y a quelques armées qui ont des stratagèmes ou des unités qui permettent de faire ça, et donc à votre premier tour déjà direct, vous vous téléportez et vous commencez à gêner l'ennemi. Ça peut être des unités qui ont un mouvement élevé et un mouvement d'éclaireur, par exemple le Beastmaster, le Belluaire Drukhari, il peut faire un mouvement d'éclaireur de 9 pouces, et ensuite il bouge de mémoire de 14 pouces avec toute son unité, et donc il peut faire une espèce d'énorme mouvement, voire même potentiellement une charge, pour aller coincer l'adversaire dans sa zone de déploiement et l'empêcher de s'approcher trop vite sur les objectifs. Vous avez les motos, Orc ou Space Marine, qui bougent assez vite et ont des gros socles, ce qui fait que l'adversaire passe pas à travers et doit donc soit vous les éliminer au tir, soit vous les charger pour s'approcher. Vous avez des missiles comme Angron, dont l'objectif c'est de foncer tour 1, de gêner l'adversaire, de menacer, de l'obliger à réagir et donc de pas être efficace, et puis si vous le tuez, vous espérez qu'il revienne peu de temps après. Vous avez l'Aikis ou les araignées et les araignées spectrales, ou juste les araignées spectrales, qui peuvent faire des mouvements énormes, des doubles mouvements de 24 pouces au total sur la table, parfois suivis d'une charge. Vous avez des gargouilles tyrannides qui peuvent bouger, tirer, puis rebouger. Ce type d'unités-là qui vont prendre de la place sur la table et qui vont faire que, certes, l'adversaire va peut-être vous le tuer à sa phase, mais ça l'aura empêché de bouger et de sortir de chez lui, et donc vous l'empêchez de contrôler les objectifs de cette manière-là. Si vous avez accès à ces unités, et que vous savez que vous allez affronter des armées qui potentiellement marquent mieux les primaires que vous, c'est très utile à prendre.
Maintenant, quelques conseils généraux. On a vu les unités qui doivent défendre les objectifs chez vous, votre objectif d'expansion et les objectifs à contester. On a vu les unités dont le but c'est de faire les missions secondaires. On a vu les unités dont le but c'est de taper ou de bloquer l'adversaire. Maintenant, il y a aussi quelques petits conseils. Déjà, évidemment, vous allez jouer avec un détachement. Ça marche toujours comme ça, Warhammer 40 000 dans cette édition. Vous choisissez une armée, puis un détachement. Adaptez évidemment votre liste au détachement choisi. Déjà, votre règle de détachement ne booste souvent que certains types d'unités. Donc évidemment, vous avez envie de maximiser les unités affectées par cette règle. Attention, ça ne veut pas dire que toute votre armée doit absolument avoir ce bonus. Si vous jouez Custodes, le Caladius, il est boosté dans quasiment aucun détachement. Mais il est bon dans tous, donc sortez-le quand même. Une armée de Drukhari, même avec le détachement qui dit embarquer dans des transports, vous n'avez pas besoin que tout soit dans un transport. Une armée Space Marine qui joue en Firestorm n'a pas besoin d'avoir que des lance-flammes et des fuseurs. Si je regarde le détachement qui est à droite, qui est les élus de Slaanesh, ça vous demande de prendre des unités qui ont des personnages, ça leur donne des boosts. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un personnage dans chaque unité. Il y a même des fois, c'est contre-productif. Attention aussi aux stratagèmes auxquels vous avez accès. Ces stratagèmes peuvent conférer à certaines unités un rôle spécifique. Si par exemple, dans votre armée, vous n'avez pas d'unités qui ont la règle sticky objectif, mais que vous avez un stratagème qui vous le donne dans un détachement, et bien dans ce cas-là, n'importe quelle unité peut devenir une unité à objectif. Si vous avez un stratagème qui permet de ramener un type d'unité en réserve, cette unité peut devenir votre unité qui marque des secondaires. Si vous avez des stratagèmes qui donnent touche fatale, votre unité peut devenir une unité anti-tank. Donc n'hésitez pas à bien choisir vos rôles d'unité aussi en fonction des stratagèmes et de la règle de détachement. Ça paraît évident, mais on voit quand même pas mal de listes où on se demande qu'est-ce qu'ils ont fichu quand on voit la règle du détachement et les stratagèmes auxquels ils ont accès et les unités qu'ils ont pris. Attention aussi au piège des personnages. La 10e édition, c'est l'édition des personnages buffer. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont juste là pour cogner. La plupart des personnages sont là pour mener une unité et leur donner un boost. On a envie du coup d'en mettre un peu partout pour mettre des bonus et rendre toutes nos unités plus puissantes. En plus, ils peuvent porter des améliorations, vous en avez droit à 3 par liste d'armée, et ça peut transformer le rôle d'une unité ou la rendre nettement meilleure, mais c'est parfois un piège. Le personnage et son éventuelle amélioration, ça rajoute un coût non négligeable à une unité. Et parfois, il vaut mieux se passer du bonus que le personnage donne et à la place prendre une autre unité. Est-ce que vous préférez prendre un lieutenant qui donne touche fatale pour 65 points plutôt que de mettre pour 10 points de plus un rhino? Si vous prenez le lieutenant et n'importe quelle amélioration, c'est le prix d'un rhino. Peut-être que le rhino vous apporte plus d'utilité que touche fatale dans une unité de 5 intercesseurs par exemple. Attention à bien réfléchir toujours à est-ce que ce personnage vous apporte vraiment une vraie valeur stratégique pour les points que vous dépensez? Est-ce que ça transforme pas votre unité en un rôle que vous avez déjà? Si vous essayez de transformer vos intercesseurs en unités d'attrition en leur mettant touche fatale, vous avez peut-être déjà d'autres unités qui font plus mal, et dans ce cas-là, vos 65 points de lieutenant, ils seront mieux investis dans autre chose. Par contre, si vous mettez le lieutenant dans des Hellblasters, les plasmas, potentiellement, ils peuvent devenir, avec touche fatale, beaucoup plus menaçants sur des véhicules. Mais là encore, est-ce que vous préférez pas plutôt mettre vos Hellblasters dans un Rhino pour être sûr de les amener à bonne portée pour qu'ils soient capables de tirer sur leur cible? Tout ça, ça demande réflexion. On a souvent envie de mettre le perso pour donner le bonus, mais il y a des fois, c'est un piège, et il vaut mieux prendre l'unité toute seule, parce que vous avez d'autres unités qui, de toute façon, sans personnage, seront plus efficaces dans le même rôle. Il y a beaucoup d'armées qui ont ce genre de piège, donc attention, n'ajoutez le personnage que si ça vous donne un combo vraiment intéressant. Le perso, plus une amélioration, plus un éventuel stratagème qui peut transformer le potentiel de dégâts. Ou alors le perso donne un mot-clé spécifique à l'unité, ce qui fait que d'un coup, elle a accès à la règle de détachement et elle devient plus forte. Ou elle a accès à tel ou tel stratagème qui est limité sur certains mots-clés et elle devient plus forte. Ou alors si le personnage est une amélioration, permet de transformer l'unité en cours de partie, de la rendre plus polyvalente et de lui donner un nouveau rôle. Ce genre de truc, c'est intéressant. Par contre, si c'est juste pour augmenter le potentiel de létalité d'une unité qui de toute façon n'est pas là pour être létale, ça vaut pas forcément le coup. Évidemment, tout ça, ce sont que des conseils généraux qu'il va falloir adapter, et ça n'est évidemment valable que si vous jouez une partie un peu compétitive. Si vous jouez entre potes pour vous marrer et que vous voulez juste sortir la dernière unité que vous avez peinte, vous n'avez pas besoin de vous astreindre à tout ça. Jouez l'armée qui vous fait marrer avec un potentiel narratif, évidemment. Mais si vous voulez faire des listes compétitives, voilà un peu une manière de procéder, en tout cas, qui est de choisir vos unités par rôle qui doivent être remplis sur la table.
Si vous prenez que des unités qui tiennent les objectifs secondaires et rien pour les objectifs primaires, vous gagnerez pas la partie. Si vous prenez que des unités qui sont bonnes sur les primaires mais que vous avez rien pour scorer vos cartes de secondaire, vous allez galérer aussi. Si vous prenez que des unités qui tapent super fort, mais que vous avez rien pour tenir les objectifs, ou pour écranter l'ennemi pour l'empêcher de frapper en profondeur partout où il veut, vous gagnerez pas non plus. Donc il vous faut une liste qui est capable de remplir un peu tous ces rôles. Certaines armées sont meilleures dans certains rôles que dans d'autres, et ça va être à vous justement de trouver quel est le rôle de votre armée, en quoi c'est la meilleure, et d'insister sur ce rôle-là, ou au contraire, d'aller chercher des unités qui compensent au mieux les faiblesses de votre armée, soit avec des alliés, par exemple des démons pour les Space Marines du Chaos, ou un chevalier impérial pour certaines armées qui manquent d'anti-tank. Donc vous pouvez soit insister sur vos forces, soit utiliser ces forces et tenter de compenser vos faiblesses avec le bon perso, l'amélioration et le stratagème, ou avec des alliés, ou avec certaines unités qui sortent un peu des sentiers battus. C'est plutôt ce genre de choses qu'il faut essayer d'aller faire dans votre liste. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné quelques idées de comment procéder pour construire vos listes d'armées. J'ai pensé aussi faire une vidéo sur toutes les applis qui vous permettent de construire ces listes, que ça soit l'appli Games Workshop ou les applis non officielles. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir ce type de vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.